fidèle à l'esprit de Bernard de Clairvaux, notre frère. Nous ferons des lettres d'une seule couleur, sans image. Sans image. Nous ferons des vitres blanches, sans croisement, ni peinture. Il est certain qu'au premier coup d'œil sur ces vitraux, on est frappé par une facture contemporaine très marquée qui heurte nos regards habitués. Certains, déconcertés, n'arriveront pas à dépasser cette première impression et s'installeront dans la négative. D'autres sauront revenir, s'habituer, et peu à peu mieux voir et se laisser apprivoiser. Quelques-uns sont conquis dès le premier contact. C'est ainsi. Frère Hervé. J'avais beaucoup entendu parler de ces verrières d'Assay depuis qu'elles étaient installées dans les années, je crois, 90. Et j'étais curieux depuis longtemps de les découvrir. Et une occasion m'a été donnée 4 ans avant que je ne vienne comme supérieur de cette communauté. Ce qui me séduit dans ces verrières, c'est avant tout leur simplicité. Et puis, du fait que ces verrières s'effacent en quelque sorte pour laisser l'édifice vibrer, pour laisser à l'édifice toute sa respiration, eh bien, ça ne peut que m'aider, en tous les cas, je le sens ainsi, m'aider à vivre ma propre prière, à me situer devant le Seigneur, où il faut, selon notre tradition, selon Saint Bernard, laisser tomber beaucoup de représentations, arriver peu à peu à faire silence extérieurement, mais surtout silence intérieur, et le silence pas seulement phonique, mais aussi le silence des images, tout ce cinéma intérieur qui souvent fait plutôt obstacle qu'il n'aide notre prière. Fondée en 1134, l'abbaye d'Assay est l'une des premières filles de Cîteaux, mère de l'ordre cistercien. Ces étonnantes verrières installées au début des années 1990, résolument tournées vers le futur, scellent un heureux mariage entre tradition et modernité. Déterminée à préserver l'intégrité de son espace de prière, la communauté avait déjà recalé 3 artistes, quand la direction des affaires culturelles de Franche-Comté présenta le peintre bisontin Jean Ricardon à Frère Hervé, à l'époque abbé du monastère. On nous amène donc un artiste connu sur Besançon, Jean Ricardon, et il a eu la bonne idée d'amener de ses tableaux. Il n'avait jamais fait de vitraux d'ailleurs, il ne pouvait pas en amener, mais il avait des tableaux. Et voilà donc des tableaux que je fais. Je suis le peintre des Blancs, c'est comme ça qu'on l'appelait un peu. Donc le père abbé, assisté de 4 frères, regarde mes peintures et ne dit rien. Rien pendant 5 à 10 minutes. Et personnellement, je l'ai toujours dit, sans le dire à l'époque, mais du premier coup, j'ai senti quelque chose. Je dis, ah, ça, c'est intéressant. Alors on a beaucoup discuté des grands principes cisterciens, pas de couleur vive en tout cas, pas de signes, des croix ou des choses, des symboles, et pas de personnage, pas de scène. Donc pas Saint-Joseph barbu en train de raboter son dans son atelier. Ah, c'est, si vous voulez, là, ils sont durs comme c'est pas possible, mais je les connais. Moi, si je m'étais aperçu à mi-parcours qu'on me faisait une petite grimace, quand on vous dit comme ça, pas de croix, pas de couleur,
visible à l'envers. Enfin, sans arrêt, des trucs comme ça. Il faut vraiment mettre un peu de zozo pour rentrer sur le parcours. Le type des bonhommes a joué beaucoup. On le voyait arriver comme ça, dès le petit matin, et il pensait que toute la journée entière. Il s'installait d'un coin, il s'installait d'un autre, il regardait la lumière à midi, à 4 heures. On s'est apprivoisé, là, lui et nous et lui, et c'est devenu, j'allais dire, un ami. Je n'aurais pas voulu faire dans Assez quelque chose qui ressemble à ma peinture. Je me bagarre avec une immensité qui est sombre. Dans ces points de lumière, je fais au mieux de ne pas gêner, puis de situer quelques images tout le long. Quand on arrive, tous les vitraux sont quand même assez complexes. Et on avance, on retrouve les mêmes angles, les mêmes gris bleutés, etc. Mais il y a une petite teinte différente quand même. Et plus on va, et on se simplifie, on arrive au bout, pout, tous les ennuis ont disparu. C'est un peu son souci, quoi, de faire marcher l'homme qui arrive, faire une paix intérieure, quoi. C'est ça qu'il cherchait, quoi. Le visiteur d'Assé, saisi par le calme du lieu, sera surpris par la découverte d'une usine de traitement des métaux travaillant pour une clientèle industrielle exigeante. On peut trouver dans cette singularité la source d'un esprit scientifique reflété dans la géométrie des verrières, ou encore une certaine âpreté dans les discussions qui ont présidé à l'œuvre. Il y a eu plein de discussions, soit avec M. Ricardon, soit entre frères, pour chaque vitraux, c'est-à-dire 49, et après le choix. Et ça, c'était très difficile, non pas au niveau intellectuel, mais au niveau spirituel. Au fond, savoir comment ces vitraux allaient réagir sur nous, moines, 3 heures par jour dans cette église. Véritable aventure expérimentale qui aura duré 4 années, l'audace des verrières d'Assé se retrouve aussi bien dans son expression plastique que dans le défi technique imposé par Jean Ricardon au maître verrier Pierre-Alain Parrot, avec ses images lisibles à l'intérieur et l'extérieur de l'édifice, avec ses verres monoblocs affranchis des traditionnelles ferrures, plombs et barlotières. La création des vitraux d'Assé, c'est une révolution sur le plan technique, puisqu'on a pu intégrer ces grands décors peints pour la première fois sur des grandes dalles de verre, en respectant toutes les conditions d'intégration des décors peints dans le verre. Et puis, en même temps, on a libéré le plan pour l'artiste de tout l'accastillage du vitrail, qui donne une grande liberté d'expression. Donc d'un seul coup, on allait, alors qu'on peignait d'habitude sur des petits morceaux de verre de 20 cm², il fallait peindre avec nos techniques traditionnelles, mais sur des morceaux de verre qui faisaient 3 mètres de haut. Moi, j'avais jamais cuit. On avait des fours, mon père ou mon grand-père, des fours qui nous permettaient de cuire des petites pièces de verre. On n'avait jamais, donc il a fallu faire cette recherche de four. On est allé en Hollande, faire fabriquer un four spécial, qui était un four qui sert à faire du pare-brise de voiture. Donc, qui étaient les plus grands fours à l'époque, qui permettaient de cuire des dalles de 3 mètres de haut. On n'avait jamais peint des surfaces de cette grandeur-là, des verres qui faisaient plus de 3,30 m de haut. C'était quand même un challenge technique. Il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu des échecs au début. Je me souviens, dans les premières dalles, je crois, un matin, à 4 h du matin, quand les moines étaient en prière, ils ont entendu un coup de fusil dans l'église, dans la basilique, et c'était une dalle qui avait explosé. Et là, commençaient les ennuis de cuisson, de maîtrise, de recuisson du verre. Je n'avais pas encore intégré la notion de recuit des dalles, et les dalles devenaient extraordinairement fragiles. À partir de là, ça nous a fait comprendre qu'il fallait encore retravailler toute la physique du verre pour pouvoir maîtriser ces recuits. Échantillons, essais, maquettes auront donc patiemment préparé l'œuvre finale, demandant au tandem Ricardon-Parrot d'imaginer un langage commun précis. Le fruit de leur collaboration complice de l'inspiration des moines aura ouvert un nouveau champ pour les créations futures. La Franche-Comté aura été la terre d'accueil d'une œuvre charnière de l'histoire du vitrail. Ce n'était pas la première.
Emmanuelle Grand est peintre verrier. Formée aux Beaux-Arts, elle est aussi meilleur ouvrier de France dans la catégorie création de vitraux. Son regard subjectif sur les créations qui ont marqué l'histoire dont elle est héritière ouvre une porte sur les mystères d'une discipline reine de l'art sacré. En 1948, la modeste église Saint-Michel des Brézeux était le théâtre d'un véritable séisme en accueillant les premiers vitraux commandés au peintre Alfred Manessier, associé au verrier François Lorrain. Une concrétisation des intuitions des pères Couturier et Régamet, grands penseurs de l'art sacré. Ces vitraux resteront une référence d'intervention contemporaine dans un édifice ancien, une révolution bien connue par l'historien Jean-François Matet. Alors on a du mal à imaginer que ces vitraux si paisibles, si pleins de joie intérieure, aient pu exciter les railleries. C'est les tout premiers. Les premiers, c'était les deux du fond. Hein. Ouais. Ils ont été posés en 48, c'est ça? C'est ça. Puis les autres, 49 et 50. Si nous allions voir d'abord peut-être le paysage bleu, puisqu'on parlait du paysage. Oui, commençons par le début. Ouais. Ce qui fait des Brézeux un élément fort dans l'histoire de l'art sacré et de l'histoire de l'art tout court, c'est que c'est la première fois qu'un artiste réalise pour une église véritablement une œuvre abstraite. Là, nous faisons un pas de plus après la Seconde Guerre mondiale avec le mouvement de l'art sacré, d'ailleurs qui vient des ateliers de l'art sacré, et en particulier des dominicains, les pères Régamet et Couturier. Père voilà. Couturier, qui lui-même était peintre. Hein. Exactement, et créateur de vitraux aussi. Et il me semble qu'il disait même que justement, un artiste n'avait pas besoin d'être croyant parce qu'il vivait, lui, cette expérience du sacré de par la création et que c'était ça qu'il devait redonner. C'est ça qui est entièrement nouveau pour c'est la grande révolution après-guerre, complètement. Complètement. Si l'art est authentique, s'il dit vrai, il est forcément spirituel. En sollicitant Alfred Manessier, l'engagement de la commission d'art sacré de Franche-Comté, avec le chanoine Leder et François Matet, inspecteur aux monuments historiques, allait provoquer le tumulte et bouleverser à jamais l'art du vitrail. Quelque chose qui était impensable, en tout cas dans l'art religieux, entre guillemets, n'est-ce pas, à l'époque, c'était de ne représenter rien. Certains pensaient qu'on avait mis entre les plombs des morceaux de verre de bouteille. On a même dit des toiles d'araignée. Et pourtant, quelle paix. Moi, ce que je ressens, c'est une grande profondeur devant ce vitrail, beaucoup de douceur, de profondeur. Tendresse. Une tendresse. Oui. Je crois que Manessier préférait parler de non figuratif. Là, il est parti, par exemple, d'un paysage qui est autour de l'église. Des sapins bleutés, comme ce vitrail. Il s'imprègne du réel et il va le redonner dans ce qu'il a vécu dans son contact avec la réalité. À l'époque, en fait, on était dans des vitraux très figuratifs, Absolument. où on utilisait beaucoup de peinture, et lui, il n'a pas voulu utiliser de peinture. Absolument. Il a fait le choix de revenir à quelque chose qui était très fort au Moyen-Âge, qui est la force du verre teinté dans la masse, et comment, quand la lumière traverse ces verres, on est directement dans la vibration. Et comme disait le père Couturier, on est là véritablement aux limites même de la peinture. Ce qu'il y a au-delà, justement, et l'au-delà, c'est véritablement le sens du vitrail traversé par la lumière. Laissant Manessier poursuivre son œuvre lumineuse et la polémique se répandre, un nouvel éclat allait très vite éclairer la Franche-Comté à quelques 40 km de distance, avec cette fois la création d'un édifice dans son entier. À Audincourt, banlieue ouvrière de Montbéliard et ses usines Peugeot, besoin s'était fait sentir de bâtir une nouvelle église pour une population toujours plus nombreuse. On est presque dans un découpage cinématographique finalement. Par association de couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Mais maintenant, il y a réellement une thématique par fenêtre. Ah oui, oui, oui. Cette fois, le père Couturier confia une mosaïque à Jean Bazaine et la création des vitraux à son ami Fernand Léger. Les paroissiens,
soutenus par leur employeur Peugeot, allaient apporter avec ardeur leur contribution au chantier. Les uns sont venus aider les maçons, carrément. Et oui. Et puis d'autres... Et tous les bancs ont été construits, je crois, hein, par les ouvriers bien sûr. eux-mêmes. Et puis d'autres se sont occupés d'organiser des fêtes, des kermesses, pour récolter des fonds. Pour récolter des fonds. Il y a une vraie aventure humaine derrière complète. Cette église. C'est vraiment un travail d'une population. En 1951, découvrant son œuvre in situ, enthousiasmé par l'élan collectif, Léger s'écriera « Ça, c'est de la religion debout ». Léger est justement par ses convictions, par son travail aussi, son travail de peintre, très proche de la vie ouvrière. Même, il a été au Parti communiste, je pense, à une époque. Il l'était toujours. Il était toujours à l'époque. Il l'était toujours. Grâce à l'Église, Léger venait, lui, le communiste athée, de concrétiser son rêve d'intervention architecturale et mettre en application ses convictions sur le rapport couleur-contraste de forme. La spiritualité ici, elle est vraiment donnée par l'imagerie des vitraux, par le rayonnement des vitraux, dont le thème a été proposé par le père couturier à Fernand Léger. Et ce thème, les instruments de la passion n'étaient pas pour déplaire à l'artiste, au peintre, puisqu'il allait pouvoir y exprimer tous les objets du quotidien et surtout du travail quotidien de l'ouvrier. Voilà, le marteau, les clous. On est dans le contraste de couleurs. Et là, on peut vraiment faire le lien avec les vitraux des Moyen-Âge, parce que c'était les couleurs primaires qui étaient justement utilisées dans les vitraux, parce qu'à l'époque, ils avaient une gamme réduite de verre. Ouais. On le retrouve bien dans le vitrail du fond, là, hein, avec ce fond bleu, le rouge autour, le jaune, le blanc. Ce vitrail central, c'est les 5 soleils qui représentent donc les 5 plaies du Christ. C'est le cœur cœur de l'Église, le cœur du cœur. Oui, tout à fait. Et on retrouve là, par rapport à la thématique de Léger, le soleil, qui est dans d'autres tableaux, le tournesol. Le tournesol. On est dans toute la force de la couleur qui est servie par la technique qui est utilisée ici, qui est la dalle de verre. Parce que la dalle de verre, ce sont des blocs de verre assez épais. Et la lumière donc, qui traverse cette épaisseur peut prendre toute la vibration de la couleur. Donc ça sert tout à fait le projet de Léger. On l'a tout autour. Le baptistère aussi est fait en dalle de verre, n'est-ce pas? Oui, le baptistère de Bazaine. Ce qui est extraordinaire quand on s'y trouve, c'est qu'on a l'impression d'être soi-même plongé à l'aube ou à un soleil levant, à un matin du monde. Dans un fleuve ou au bord d'un fleuve, il y a cette qualité du verre traversée par la lumière, comme l'eau peut l'être, le sable, les vagues. On est complètement en immersion à l'intérieur. Hein, oui, ça correspond tout à fait bien au renouveau par l'eau, hein, donc le baptême, la naissance par l'eau. Je crois que là, il y a à la fois une symbolique et en même temps une réalité presque physique. On ne peut plus vraiment parler d'art abstrait quand c'est comme ça. Pour moi, le vitrail est un art architectural parce qu'en fait, il participe d'un ensemble. Finalement, même si on ne regarde pas les baies, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace, peut-être même les yeux fermés, on va ressentir une vibration. C'est-à-dire que la lumière qui traverse le verre va transformer l'atmosphère à l'intérieur. C'est réellement un art presque plus proche de la musique que de la peinture, dans le sens où il peut être ressenti, vécu à l'intérieur de l'édifice. C'est réellement la particularité du vitrail. Ici, on est dans une abstraction géométrique, sans couleur. Et au d'un coup, on est dans la couleur et on est dans une histoire qui se raconte. Et je crois que les deux fonctionnent très très bien, à la fois techniquement et plastiquement. La grande différence ici, c'est que les vitraux
je dirais, ils sont presque une absence. Ils n'ont pas l'intention de prendre le dessus sur l'édifice. Alors qu'à Audincourt, ils construisent l'édifice. C'est vraiment cette bande de vitraux sur le haut qui donne toute la force presque spirituelle, hein, la dimension sacrée à l'édifice. Ici, elle est déjà là. Donc je crois que le choix qui a été fait de sobriété est vraiment au service du lieu. Dans les deux, moi, je reçois une très grande cohérence, propice à l'intériorisation. Donc, deux belles histoires. Cet édifice a toute une variété de verrières, aucune semblable à l'autre. Certaines me plaisent plus que d'autres, c'est vrai, mais chacune a aussi sa tonalité, chacune a selon les heures, encore une fois, les heures de la journée, selon l'éclairage, chacune exprime quelque chose d'un peu différent. Le cahier des charges insistait sur un lien entre l'intérieur et l'extérieur. J'aime beaucoup parce que ça nous, au lieu que l'édifice nous referme en quelque sorte sur nous-mêmes, pour peut-être une démarche d'intériorité, et pourquoi pas, mais là, il y a toujours ce lien entre la nature et puis le minéral, la végétation qui, au fil des saisons aussi, évolue beaucoup. C'est très décapant. Assez facilement, devant une œuvre d'art, on cherche à savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Et là, on tombe à plat, ces verrières ne veulent rien dire. L'intelligence patine devant ces verrières. Et on est obligé d'arrêter de réfléchir et se laisser faire par des verrières. Au fond, pour aller vite, je dirais, c'est pas nous qui les regardons, c'est elles qui nous regardent. Ça veut dire qu'on se laisse faire déjà, avant même de produire quelque chose. Donc on arrête le cinéma intérieur, souvent intellectuel, mais même le cinéma spirituel, je dirais, la méditation. Se laisser faire, c'est arrêter. Et là, on entre au cœur de la prière. Il faut commencer par arrêter, se poser et se laisser envahir par quelqu'un ou quelque chose. Et là, on entre dans la dynamique spirituelle de la prière. Donc, dans toute l'histoire du vitrail, finalement, c'est les peintres qui ont régénéré le vitrail. Les peintres, ils ont une démarche profonde de recherche plastique. C'est des poètes de la forme, de la couleur. Ils vont au-delà de la technique. Ils sont concernés par autre chose. Ils font cadeau de ce cheminement intérieur qu'on peut retrouver à travers Bazaine, Manessier, Léger. Ils en font cadeau au monde du vitrail, qui a tendance à se refermer sur la technique. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les grandes révolutions avec le fusing, on n'a plus besoin de barre-lotière, etc., c'est à la fois presque un leurre, parce que ce n'est pas la technique qui va donner l'âme à un vitrail. Donc il y a besoin de personnes qui cherchent, qui expérimentent, qui ne sont pas que l'art de la commande, qui passent, je dirais, du temps pour rien. On décide une chose parce qu'il n'y en a pas d'autre. La présence ou ce qui pourrait être de l'ordre de la transcendance, de la spiritualité, elle n'est ni en noir et blanc, ni en couleur. Elle n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des ferronneries ou qu'il n'y en ait pas.
elle dépasse de loin ces données techniques ou plastiques. Je crois que c'est avant tout une question de cohérence, c'est-à-dire quelle atmosphère on a envie de créer dans ce lieu, au service de quoi, pour vivre quoi. Voilà, ça c'est le rôle des vitraux.